Africom TV, c'est le portail numérique de Luc Michel depuis Bruxelles. Et justement, ce jour, c'est dimanche 14 août 2022, nous parlons de Amnesty International. Amnesty International, l'ONG financée par George Soros, fait beaucoup de bruit. En Ukraine, elle a pondu un rapport qui finit par diviser les hommes politiques et l'établissement américain. À quoi joue donc Transparency International, financé par George Soros? C'est la question qui se pose. C'est d'autant plus qu'au Cameroun, Transparency International a accablé l'armée camerounaise, accusant cette armée d'avoir perpétré des abus dans les régions anglophones, ces régions qui sont justement envahies, pas envahies, il faut le préciser, ces régions qui souffrent depuis 2016 de cette secte qu'on appelle la secte ambazonienne, qui en principe a voulu proclamer là-bas un État ambazonien. À quoi donc joue Transparency International, qui accable aussi l'armée camerounaise de ce côté? L'armée camerounaise a répondu, le colonel Atonfa Cyril, chargé de la communication de l'armée camerounaise, a dit clairement que Amnesty International a justement ses dessins et ses plans, et l'armée camerounaise a tout au moins son rôle et ses missions, c'est-à-dire protéger le peuple camerounais, assurer la sécurité. Voilà la première articulation de notre édition de ce jour, et aussi en première partie la seconde articulation avec Luc Michel depuis Bruxelles. On va aller voir dans la guerre des civilisations, ou la guerre de la civilisation, la guerre des cultures, ou tout au moins la guerre des visions du monde qui fait rage. La Russie est claire, Vladimir Poutine est clair, la Russie ne va pas s'enfermer dans une civilisation et dans une culture imposée par le bloc occidentalo-américain. À quoi donc renvoie la culture de la Russie, ou tout au moins la culture imposée désormais sur la place du monde par Vladimir Poutine? La Russie et ses alliés, on va aussi le voir tout à l'heure, mais la question est celle de savoir quelles sont les incidences de cette culture qu'impose désormais la Russie au niveau de l'Afrique, et s'il y aura changement de cap. Nous sommes là, vous l'avez très bien compris, dans un périmètre géopolitique et géostratégique, car l'on sait que c'est pas le Hollywood et tout au moins cette industrie des films que justement les États-Unis avaient mis dans une petite pochette le monde, et qu'aujourd'hui ce gendarme international lui-même souffre déjà de sa propre culture. La Russie est claire, la culture sera celle qui est la sacralité, ou qui consacre la sacralité de l'espèce humaine. Luc Michel, vous êtes à Bruxelles. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert, bonjour à ton équipe et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire la question est centrale. Qui est Amnesty International? On pourrait d'abord se poser cette question. Cette ONG financée par George Soros. Et Amnesty International, c'est un des fleurons de l'organisation de George Soros. C'est une des ASBL les plus puissantes, les mieux financées. Et jusqu'il y a quelques semaines, les choses étaient simples. Au sommet de Davos, par exemple, il y a deux clans américains qui se sont opposés. D'une part, le clan de Kissinger qui veut négocier la paix avec la Russie. De l'autre côté, le clan de Soros qui veut une guerre longue et pénible avec la Russie. Mais depuis, il s'est passé quelque chose qui échappe à la vue de la plupart des correspondants. Le problème, c'est pas uniquement ce qui se passe en Ukraine. C'est qu'Amnesty International s'est lancé dans une grande campagne pour éviter l'extradition de Julian Assange, le responsable de Wikileaks, qu'on s'apprête à extrader aux États-Unis, où on réclame plus de 150 années de prison. La plupart des sympathisants des bénévoles d'Amnesty International, ils défendent la liberté de la presse et Julian Assange. Mais en défendant Julian Assange, Amnesty International s'est attaqué ouvertement au gouvernement américain, et en particulier à Kamala Harris et à Joe Biden. Les réseaux de George Soros sont donc divisés dans une guerre civile. Nous évoquions la semaine passée le souhait de voir les États-Unis fragmentés au maximum. Eh bien, ici,
c'est le même réseau impérialiste, ceux des globalistes à la George Soros, Obama, Clinton et Biden, qui sont en train de se séparer. Il y a donc une double affaire, l'affaire d'Assange évidemment, où Amnesty International est à couteau tiré avec le gouvernement américain. Il y a maintenant l'affaire ukrainienne, où Amnesty International est à couteau tiré avec le gouvernement Zelensky, puisqu'il a révélé que les Ukrainiens, comme nous le disions depuis le premier jour, utilisaient les populations civiles comme des boucliers humains, se réfugier dans les hôpitaux et les écoles, ce qui explique d'ailleurs ce qu'on appelait des bavures russes et qui est des frappes légitimes. Qu'est-ce qui se passe évidemment? Il y a d'autres phénomènes dedans. Il y a le fait qu'une partie de plus en plus croissante de l'établissement américain ne veut plus soutenir l'Ukraine. Zelensky, c'est un personnage démonétisé. La semaine passée est sorti un livre qui le dénonce comme un personnage corrompu, qui a fait des milliards, je dis bien des milliards de dollars de profit sur les ventes d'armes, en revendant les armes occidentales, et qui a des comptes offshore. Notamment, c'est la figure centrale des Panama Papers. Ce n'était pas comme le racontaient les Américains, Vladimir Poutine qui n'a pas de compte à l'étranger, mais c'était Zelensky qui en a beaucoup, avec les membres de son clan, de ses services secrets, de son armée. Ces Américains, évidemment, ne veulent plus de cela. Il faut pas oublier que la soi-disant aide américaine, ce n'est pas des dons. C'est ce qu'on appelle un prêt. C'est un mécanisme de financement des armements qui a mis au point en 1940 pour aider la Grande-Bretagne. Mais à partir de 1945, l'Empire britannique a été vendu aux enchères par les Américains. C'est la même chose. L'Ukraine de Zelensky, elle est en train de s'endetter pour des dizaines d'années. Mais les Américains commencent à se rendre compte que l'Ukraine va perdre la guerre, qu'elle est en faillite. Les agences de notation n'arrêtent pas de dégrader l'Ukraine, qui ne paye plus sa dette extérieure. Et dès lors, ces prêts-bails ne seront jamais remboursés. Pas plus que les emprunts de guerre que l'Ukraine a émis depuis le début de la guerre. Tout cela explique évidemment cette guerre civile à l'intérieur des réseaux de Soros et de Joe Biden entre les partisans d'Amnesty International et les partisans du gouvernement américain qui évidemment ne sont pas d'accord avec la direction d'Amnesty. Il est amusant de voir l'enquêtrice principale qu'on connaît bien au Cameroun, Daniela Rovera. C'est celle qui, il y a déjà 4 ans, attaquait l'armée camerounaise sur des questions de droits de l'homme. Elle est arrivée en Ukraine pour accabler la Russie après le soi-disant massacre de Boutcha. Et elle a très vite constaté qu'on s'était moqué d'elle et qu'en réalité, les Ukrainiens étaient coupables, évidemment. Il est amusant de voir Daniela Rovera, dont on met aujourd'hui l'intégrité en doute par ceux qui étaient hier ses amis. Merci à vous, Luc Michel. Vous le savez, on va parler justement du Cameroun tout à l'heure, mais ce sera pratiquement dans le cadre de cette affaire d'Amnesty International, mais dans ce que vous connaissez très bien, c'est dossiers, vous savez, c'est-à-dire cette révolution des couleurs avec le passage d'Emmanuel Macron et cet accablement maintenant de l'armée camerounaise par Amnesty International. Vous savez très bien aussi, je vous ai envoyé un article tout à l'heure qui vient d'être supprimé parce que pratiquement cet article fait l'éloge de ceux-là qui sont des terroristes considérés par les Camerounais, par le gouvernement camerounais et même par les populations du nord-ouest et du sud-ouest désormais comme des terroristes, des tueurs, des criminels. C'est cela que cet article faisait l'éloge, mais restons dans le cadre de cet entrejeu ukrainien. Est-ce qu'aujourd'hui, la division, ou tout au moins la querelle entre George Soros et Joe Biden est une querelle superficielle? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle va aller vers une fracture? Encore très bien. De quel côté Soros va pencher parce qu'il ne s'est pas encore prononcé. À l'intérieur des réseaux Soros, il y a les partisans de la direction d'Amnesty International et de Daniela Rovera
et il y a les partisans du gouvernement américain. On ne sait pas encore de quel côté Soros va pencher. On sait qu'au sommet de Davos, il a pris position contre la Russie. Et depuis 2015, Amnesty International est en pointe dans la critique des armées africaines. Dans tous les pays où des armées africaines combattent le terrorisme, Amnesty International prend le parti de défendre les terroristes contre les armées nationales. Ça a commencé par le Burundi en 2015, au moment où le Burundi de Kouroudjiba était victime d'un coup d'État pro-européen, pro-occidental, et d'un mouvement terroriste venu du Rwanda. Ensuite, ça a été toutes les autres armées, le Cameroun, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, la Guinée équatoriale, le Mali et la Centrafrique, évidemment. Amnesty International, elle a un bilan globalement négatif. Elle est toujours du côté des terroristes. C'est intéressant de suivre les revirements actuels sur les dossiers ukrainiens, par exemple. Il se passe quelque chose dont on ne maîtrise pas encore. Moi, je ne vous cache pas que je suis ces gens depuis des années. J'en suis moi-même surpris de cette guerre civile. Généralement, on voyait la guerre civile entre les réseaux qui faisaient la rille politique aux États-Unis, c'est-à-dire les réseaux républicains et de Henry Kissinger et les réseaux de Soros-Biden. Mais aujourd'hui, c'est une guerre civile à l'intérieur même des réseaux démocrates. Oui, Luc Michel, vous avez certainement, en fait, il faut citer le journal qui a commis cet article. L'article qui vient d'être supprimé pratiquement à 12 heures. Il faisait l'éloge des Amazoniens. Il présentait Amnesty International comme donneur d'ordre au Cameroun, c'est-à-dire à l'État du Cameroun, c'est-à-dire à l'armée du Cameroun, donneur d'ordre, c'est-à-dire ce que le Cameroun doit faire vis-à-vis de ceux-là qu'ils appellent des défenseurs, ou alors de ceux qui en réalité défendent les droits de l'homme dans cette région du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, est-ce qu'il y a un parallèle avec justement la situation en Ukraine et cette bataille au sommet du monde entre la Russie et les États-Unis, mais maintenant dans cette lutte interne de l'establishment américain? Elle est arrivée au Cameroun pour détruire l'État camerounais. Elle est arrivée en Ukraine pour détruire la Russie. C'est ça que je ne comprends pas ce qui se passe. Je pense simplement que les enquêteurs d'Amnesty International ont vu trop de choses du côté des Ukrainiens qui sont des nazis et qui violent les droits de l'homme depuis dans leur guerre contre le Donbass depuis 8 ans. Je pense qu'ils n'ont plus accepté de se taire. Maintenant, au Cameroun, pour parler du Cameroun, a fait une grosse erreur. À partir de 2015, les Américains ont choisi, c'était le second État, le troisième État, pardon, après le Gabon et le Burundi, où on a tenté de lancer ce qu'on appelle le printemps arabe. Amnesty International est arrivé là-bas pour appuyer tout d'abord une révolution de couleur et secondement le mouvement sécessionniste amazonien. Le Cameroun a fait une erreur, malgré les mises en garde constantes que j'ai faites. J'ai même rencontré des représentants du gouvernement camerounais. On a accepté de prendre pour des interlocuteurs responsables les ONG de George Soros. Pas seulement Amnesty International, mais aussi Human Rights Watch, mais aussi Freedom House, mais aussi tous les autres. Évidemment, il y avait des réseaux camerounais qui appuyaient, notamment le réseau REDAC qui appuyait ces ONG, et il y avait en particulier une vitrine légale de la CIA, la NED. Les vitrines légales de la CIA, ce sont des organismes du gouvernement américain financés par le gouvernement américain. Ce ne sont pas donc des ONG. Elles sont depuis l'ère de Ronald Reagan chargées de faire, on dit les vitrines légales de la CIA, tout ce que la CIA ne peut pas faire clandestinement. Il se trouve que le dirigeant de la NED, son directeur Afrique, c'est un certain Christopher Faudubois, c'est un Camerounais à passeport américain, il vit à Washington, c'est un des dirigeants de la NED. C'était lui qui aurait dû être candidat unique de l'opposition contre Paul Biya, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive
les Américains, parfois, calculent mal leur scénario. On s'est aperçu que pour être candidat à la présidence de la République, il fallait 5 ans de résidence au Cameroun. Fond du mois, lui, vit à Washington. Il a donc dû se retirer. Il fallait évidemment neutraliser ces gens dès le début. Ils continuent leur sale travail. Maintenant, ils préparent un autre dossier, c'est-à-dire la fameuse question Kadhauri. Comme les Amazoniens, ça ne marche pas tellement, Kamala Harris, qui est une proche de George Soros et de son fils Alexandre Soros, a décidé de lancer au Cameroun la question Kadhauri. Les Kadhauri, c'est une population musulmane présente sur toutes les rives du lac Tchad, mais particulièrement au Cameroun. Les Américains veulent faire de la question Kadhauri ce qu'est la question des Ouïghours pour les Chinois au Xinjiang. Ils ont lancé, avec la complaisance du gouvernement de Yaoundé, qui aurait dû interdire cette conférence, ils ont lancé et financé une conférence en janvier 2021, en janvier 2022, pour lancer cette fameuse question Kadhauri. Voilà donc ce que prépare Amnesty International. Après tout son budget très bas, il faut voir maintenant ce que ces gens vont devenir à partir du moment où ils sont eux-mêmes victimes de l'hostilité du gouvernement américain. Il y a des tas de démissions au sein des dirigeants d'Amnesty International, et particulièrement Daniela Rovera est sur la sellette, elle qui a fait tant de mal au Cameroun et qui aurait voulu faire tant de mal en Ukraine. Alors, on va faire dans ce jeu de parallélisme, c'est-à-dire toujours sur la ligne de mire avec Amnesty International. Alors, aujourd'hui, justement, l'Ukraine est accablée. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à tout ce financement, à tout cet appui américain qui a été dirigé vers l'Ukraine? En réalité, parce que c'était pour contrer la Russie, quel sera le devenir de toute cette aide, de tout cet appui, alors qu'on a affaire à un tissu de corruption selon Transparency International? Écoutez, le but des Américains, ce n'est pas que les Ukrainiens gagnent la guerre, c'est que la guerre dure longtemps, c'est qu'on se batte jusqu'au dernier soldat ukrainien, que la Russie soit diabolisée, et qu'en même temps, il y ait un fossé qui se creuse entre les Européens et les Russes au niveau économique, et entre les Ukrainiens et les Russes, qui sont deux peuples frères étroitement apparentés par l'histoire et la culture, que ce fossé les sépare. Donc les Américains sont prêts à perdre de l'argent. Ils investissent des millions de dollars depuis la dernière décennie de la guerre froide. Tout ce qu'on connaît, qu'on appelle les révolutions de couleur, ce sont des appareils qui ont été mis au point dans les années 1980 par l'administration Reagan, par Ronald Reagan et Madeleine Albright lors de la dernière décennie de la guerre froide. En particulier, George Soros devient un agent américain et il fait fortune à ce moment-là. Donc il ne faut pas se tromper. Les Américains se moquent d'être remboursés, ils se moquent de perdre de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est que la Russie s'épuise. Ah, ce qu'ils veulent, c'est que la guerre perdure et qu'il y ait un effet de pourrissement. Mais alors, Luc Michel, allons dans cet effet de pourrissement. Est-ce à dire que la Russie ne s'est pas préparée? Quels sont donc les enjeux maintenant que pratiquement l'establishment américain est divisé et que ça se poursuit? Quelles sont les grilles avec lesquelles vous regardez ou vous décodez cette situation géopolitiquement et géostratégiquement, de tout au moins dans le basculement des blocs? Est-ce que la Russie va s'épuiser? Est-ce que les alliés de la Russie vont s'aligner finalement derrière le bloc occidentalo-américain? Est-ce qu'il y aura un autre basculement? Comment ça va se passer? Parce que ce qui se passe actuellement à ce niveau est crucial pour la planète. Bien entendu, l'opération militaire spéciale en Ukraine, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le programme de Poutine, c'est de mettre un terme au nouvel ordre mondial américain proclamé par George Bush en 1991. Deuxièmement,
c'est détruire l'économie mondialisée, l'économie américaine. Et troisièmement, c'est de détruire les piliers de ce monde américanisé, c'est-à-dire la dollarisation de l'économie et la culture américaine, ce dont nous allons parler. Bien entendu, la Russie a eu le temps de se préparer. C'est ce que les Américains n'ont pas compris. Les problèmes de l'Ukraine, des États-Unis et de la Russie sur l'Ukraine, ils ne commencent pas il y a 140 jours. Ils commencent au printemps 2014 avec la crise de Crimée et les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. J'ai bien connu cette période puisque j'ai participé comme acteur au rattachement de la Crimée à la Russie et à la sécession du Donbass et de l'Ukraine et des autres régions. Il faut constater que les Russes, évidemment, en 2014, ils étaient pris à la gorge par les sanctions européennes. Mais Poutine a eu 8 ans pour se préparer. Il a donc préparé le volet militaire, il a préparé le volet économique, il a préparé le volet diplomatique, il a préparé le volet culturel. En particulier le volet diplomatique, il faut constater que derrière la Russie qui a préparé le terrain, il y a tout d'abord 3 organisations puissantes. Tout d'abord l'organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire l'Eurasie en marche autour de Moscou, de Pékin et de Téhéran. Il y a dedans 14 ex-républiques soviétiques. Il y a le Pakistan, il y a l'Inde. Ça fait 5 milliards d'hommes et de femmes. Le bloc américain occidental, il représente 1,5 milliard d'hommes et de femmes. La vraie communauté internationale, c'est l'organisation de Shanghai. La deuxième organisation, ce sont les BRICS. Les BRICS, évidemment, sont liés économiquement à la Russie. La Russie, rappelons-nous que le R de BRICS, c'est celui a transformé les BRICS en une entité géopolitique qui maintenant va être rejointe par l'Argentine, qui était une alliée des États-Unis, va être rejointe par le Brésil, qui est déjà dans les BRICS, et va être rejointe très prochainement par l'Iran. Il y a d'autres pays qui vont la rejoindre. Troisième unité, il y a le G20. Le G20 est devenu un anti-G7. Le G7, c'est le pendant économique de l'OTAN. Le G20, c'est les gens qui veulent le monde multipolaire. Derrière le G20, il y a la réactivation de l'Organisation mondiale des pays non alignés, qui était très puissante dans les années 1960 et 1970. Derrière l'Égypte de Nasser et la Yougoslavie de Tito, le poisson pilote de l'Alliance des non-alignés en Afrique, c'est la Guinée équatoriale, dont le vice-président s'est rendu à Belgrade il y a quelques semaines. Aujourd'hui, les non-alignés, derrière la Serbie et derrière l'Indonésie, sont en train de reconstituer. Donc le monde, évidemment, il est divisé en un bloc américain occidental qui regroupe environ 20% des terres et de la population mondiale, et il est avec 80% derrière la Chine, la Russie et l'Iran, tous les gens qui ne veulent plus du monde unipolaire américain. Bien voilà, et la transition est toute trouvée, qui me conduit vers la deuxième articulation, à savoir cette bataille culturelle ou civilisationnelle qui en réalité a un soubassement économique, tout au moins, pas même un soubassement, mais un fond, un ancrage sérieux sur le plan économique, et vous venez de le mettre sur la vitrine. Alors, Luc Michel, on entre maintenant pour comprendre ce que c'est que la culture russe ou la civilisation que veut la Russie, et qui est maintenant pratiquement opposée à une civilisation américaine, c'est-à-dire, vous l'avez dit un peu plus haut, à une civilisation proclamée pour imposer un nouvel ordre mondial. Et les Américains ont lancé la guerre culturelle en 1970. Qu'est-ce que c'est le but de la guerre culturelle? C'est d'imposer au monde, contre les cultures des peuples, l'anticulture américaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Macworld, le monde de McDonald's, et basé sur Hollywood
Les Russes, ils parlent de la Marvel culture. Ils ont raison. Marvel, ce sont les comics et les films d'Hollywood. Évidemment, le but des Américains, c'est de déculturiser le monde entier et l'américaniser autour du basic English. Cette guerre culturelle, elle a été remportée au début par les Américains parce que les peuples du monde n'étaient pas prêts et parce que Hollywood, c'est une machine de guerre qui est liée au Pentagone depuis 1941. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Les Américains, dans leur arrogance habituelle, ils ont fait comme dans la guerre économique une erreur. Ils ont lancé une guerre culturelle au début de l'opération spéciale en Ukraine pour détruire la culture russe. Qu'est-ce qu'ils veulent? Isoler la Russie, empêcher la culture russe de se répandre dans le monde, déculturiser les peuples, les parties des populations européennes dans les pays baltes, en Ukraine, etc., qui parlent russe, mais surtout empêcher les classiques russes, empêcher les artistes russes d'exercer leur culture en Europe. On interdit les artistes russes, leurs concerts, etc. On a chassé la Russie de l'Eurovision, par exemple. Mais Poutine, évidemment, n'oubliez jamais qu'il a expliqué un jour que quand il était adolescent, il avait appris dans les rues de Saint-Pétersbourg, parmi les petits voyous, parce que Poutine les a fréquentés, que dans la rue, pour survivre, lorsque quelqu'un voulait vous frapper, il fallait frapper le premier. La Russie a donc entamé une contre-guerre culturelle contre les Américains, ce qu'on appelle la révolution conservatrice de Vladimir Poutine. Elle désigne l'ennemi comme la culture américaine. Elle dit qu'elle est contre la Marvel culture. Elle veut épurer la culture russe des artistes qui ont trahi la Russie. Il y a quelques centaines d'artistes qui sont du côté des Américains. Ceux-là vont être interdits de concert, vont être interdits d'expression et chassés de Russie, où ils n'auront plus de public. Poutine a derrière lui des milliers d'artistes russes, parmi les plus célèbres dedans. Et bien entendu, cette révolution conservatrice russe, elle est importante parce que c'est la première fois que qu'un État puissant se dresse contre la culture américaine. Oswald Spengler, le philosophe allemand qui a écrit Le déclin de l'Occident, le fameux livre il y a 100 ans, disait que les Américains étaient passés du stade de la barbarie, au stade de la décadence, sans avoir jamais connu le stade de la civilisation. Je partage cet avis, évidemment. Ça va avoir des influences partout dans le monde. Parce que derrière la résistance de la Russie, la culture de tous les peuples du monde qui ne veulent pas être américanisés, qui ne veulent pas de la structure américaine, du Mark-Wall, vont résister évidemment. Et ça va avoir évidemment des conséquences. Derrière la révolution conservatrice de Poutine, il y a un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs traditionnelles russes, la défense de la famille entre autres, parmi tous les peuples du monde qui défendent le mariage traditionnel et la famille évidemment, les peuples du monde vont se dresser derrière Vladimir Poutine. Poutine est déjà évidemment le héros du monde qui ne veut pas de l'esclavage américain. Il va devenir le héros de ceux qui ne veulent pas de la culture américaine. Alors, Luc Michel, vous le dites si bien, nous sommes là dans la culture et les cultures. Et quelle est la considération? Est-ce qu'on peut faire, vous avez parlé de Hollywood, est-ce qu'on peut faire, on peut regarder au rétroviseur comment cette culture de Hollywood a travaillé dans le monde et comment se sont comportées les autres cultures? Et les autres cultures se sont comportées en l'âge. À part les Français, mais ça ce n'est pas un hasard, parce que la France a ce qu'on appelle une tradition, qu'on appelle l'exception culturelle française. Ce sont des dispositions législatives qui protègent le cinéma. Le cinéma français a donc refusé, dès les années 1945-50, avec l'appui des gaullistes et du Parti communiste, ils ont refusé la domination de Hollywood, ils ont refusé l'arrivée du Coca-Cola en France, etc. Mais partout ailleurs dans le monde, les Américains, avec des budgets considérables, ils ont imposé leur cinéma
leur culture, etc. On regarde les films américains partout dans le monde, et ce que les Russes appellent fort justement la Marvel culture, elle domine le monde, depuis Lisbonne jusqu'à Moscou, où on va y mettre un terme, mais aussi malheureusement depuis Bruxelles jusqu'au Cap. Toute l'Afrique est envahie par cette sous-culture américaine. Parmi cette sous-culture, il y a des gens qui se prennent pour des résistants, notamment les rappeurs. Le rap, c'est la musique emblématique de cette sous-culture américaine. Il ne faut pas oublier que les réseaux de George Soros, on va en reparler, sont très actifs dans la diffusion de cette anticulture américaine. Soros se sert pour structurer ces groupes de jeunes qui mènent les révolutions de couleur un peu partout dans le monde. Il se sert des groupes de rap, etc. Ce sont des rappeurs, des traîtres à l'Afrique qui dirigent le mouvement Y en a marre ou le mouvement Le Ballet Citoyen. Luc Michel, nous sommes dans le volet culturel. Alors, il y a quand même une question très importante et même épineuse qui se pose. Il se pose la question des moyens, des atouts et des capacités du développement culturel. Est-ce que ici il n'y a pas eu un déséquilibre qui a permis à ce que les Américains prennent l'ascendance et que pratiquement aujourd'hui peut-être la Russie vient derrière pour réclamer qu'il n'y ait pas un unilatéralisme culturel? Est-ce que cette disproportion en termes de moyens, en termes de capacité, en termes d'atouts n'a pas été un élément défavorisant? Puissance militaire. Les Américains ont 800 bases militaires dans le monde entier. Lorsqu'on a des flottes sur toutes les mers du globe, lorsqu'on contrôle les 3 OTAN, celle de l'Europe, celle du Moyen-Orient et celle du Pacifique, lorsqu'on contrôle l'économie globalisée, évidemment, votre culture, elle domine le monde. De plus, c'est la culture qui a les moyens financiers. Et Hollywood, il n'y a pas photo. Hollywood est plus puissante que toutes les autres cultures. Les seuls pays où la culture a résisté, c'est la Russie, c'est la France et c'est l'Inde avec Bollywood, comme on l'appelle, c'est-à-dire les films indiens. Mais partout ailleurs, évidemment, et les Chinois, mais partout ailleurs, la culture américaine domine. Mais en s'attaquant à la Russie, les Américains ont fait une erreur. Tout d'abord, en lançant la guerre culturelle, il y a 140 jours contre la Russie, ils se sont attaqués à une culture qui était prête à leur résister et qui va contre-attaquer. Et deuxièmement, les Américains n'ont pas compris ce qu'était la culture russe. La culture russe actuelle, elle a été développée à partir de 1930 par Joseph Staline. C'est ce qu'on appelle le national-bolchevisme stalinien. Et Staline a développé ce qu'on appelle la culture de masse stalinienne. Il a eu pour ce faire 50 ans. Il a donc imposé aux masses russes une culture populaire russe qui n'a pas pu être détruite par la culture d'Hollywood et la culture américaine. C'est cette culture stalinienne de masse qui aujourd'hui est le terreau de la révolution conservatrice de Vladimir Poutine. Je me réjouis profondément. Vous savez que le domaine culturel est un de mes domaines. Il y a 10 ans, j'ai lancé en Europe un mouvement culturel basé sur les avant-gardes russes et soviétiques. Ouais, Luc Michel a peut-être un souci de connexion. On va certainement vous retrouver. Nous sommes là dans ces agrégats culturels et cette construction du monde et sa domination militaro-culturelle. Parce que quelque part, vous avez fait tout à l'heure l'économie des 800 bases militaires des États-Unis qui sont un peu partout dans le monde et dont vous signifiez que par là, les États-Unis tenaient, et ça c'est tout à fait vérifiable, tenaient le monde et la planète dans une petite pochette, prêts à agir à gauche et à droite à leur guise, et qu'aujourd'hui la perpétuation ou tout au moins la continuation de cette hégémonie pose justement problème. Et le problème, au-delà d'être militaire, sécuritaire, ce qui se joue par exemple en Ukraine,
avec le fait, et il faut le dire ici avant qu'on ne vous retrouve Luc Michel, il faut le dire ici parfois aux experts de la margarine qu'en principe, c'est les États-Unis, non, pas les États-Unis, disons le bloc occidentalo-américain, par l'OTAN justement, qui en réalité entame l'invasion, tout au moins l'accaparement ou alors la violation des accords qui stipulaient que l'espace vital, que le temps ne pourra pas s'étendre dans cet espace vital russe, et cet espace vital a été justement pratiquement caporalisé. La Crimée, la résistance est venue pratiquement de la Crimée avec Vladimir Poutine qui avait tracé la ligne rouge. Et ce discours de 2014 reste historique en faisant le bilan de toutes les criminalités faites, ou la criminalisation du monde et le monde en guerre imposée ici par le bloc occidentalo-américain, dit que l'Ukraine était non, la Crimée, c'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir avant donc de s'approprier la Crimée. Nous sommes là en 2022, c'était en février dernier justement, on arrivait à une seconde situation et celle-là militaire, c'est-à-dire cette invasion provoquée par le fait qu'en principe, Sior Zelensky, Volodymyr, quel que soit ce que l'on raconte, avait refusé justement de mettre en application les accords de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2, et du coup, Vladimir Poutine, se voyant probablement neutralisé avec l'avancée, déjà la guerre dans les régions du Donbass, qui pratiquement avait fait près de 14 000 morts, bombardé ainsi par Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine voyait une autre issue, la dernière, celle-là qui allait pratiquement barrer la porte d'entrée ou de sortie de sa maison, et c'est pour cela d'ailleurs que François, le pape de Rome, avait dit à un moment donné que ce sont les aboiements des chiens aux portes de la Russie qui ont fâché Vladimir Poutine et qui l'ont engagé à cette action. Alors Luc Michel, ça c'est une guerre sécuritaire et militaire, et vous dites que cette guerre-là est soutenue par une autre culturelle. Vous venez de camper tout à l'heure, vous êtes allé rechercher, même dans l'histoire de la jeunesse de la culture russe actuelle, on reste avec vous pour comprendre et savoir. Est-ce que donc on joue ici sur l'unilatéralisme culturel du monde contre aussi la multipolarité du monde, et quel est le poids de cette capacité de la multipolarité? Est-ce qu'il va falloir que chaque nation, chaque État puisse, chaque peuple puisse se définir culturellement? Quelles sont les visées de Vladimir Poutine dans ce qu'il appelle une guerre culturelle, une nécessité d'une culture qui met, ça c'est ce qu'il dit, la sacralité de l'homme au milieu? Est-ce que nous pouvons retrouver Luc Michel? Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Alors Luc Michel, qu'on va certainement retrouver dans un instant, juste un problème de connexion entre nous et Bruxelles. J'étais disant sur ce chapitre justement culturel, Luc Michel a brossé l'architecture justement culturelle actuelle dans le monde, c'est-à-dire cette imposition qui était celle américaine avec les Hollywood, et que justement la France ne s'était pas soumise à cela. En principe, la question qui se pose, est-ce qu'on a rejoint Luc Michel? Est-ce que vous êtes avec nous? Bruxelles et nous, est-ce que nous sommes en contact? Non. Je suis là, Hubert. Je suis là, Hubert. Alors, Luc Michel, je disais, je venais de refaire un peu le cliché de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes là dans une confrontation militaro-culturelle. Et en principe, les États-Unis, vous l'avez très bien démontré tout à l'heure, que les États-Unis ont mis la planète dans un petit mouchoir, parce qu'en principe, avec 800 bases militaires dans le monde, ils étaient prêts à caporaliser le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Mais la question, au-delà de ce que vous étiez en train de démontrer, la question qui se pose est celle de savoir
quelle est la vision culturelle que la Russie veut apporter dans le cadre de cette multipolarité du monde dans le domaine culturel? Résumé dans le terme qui est employé par les Russes, révolution conservatrice de Poutine. C'est le respect et la conservation des cultures nationales, en particulier dans le domaine des mœurs, dans le domaine de la famille, dans le domaine du mariage traditionnel, dans les respect des valeurs de civilisation. Et c'est important en Afrique, puisque vous savez qu'il y a un choc culturel et que les Africains refusent justement les valeurs dites progressistes que prônent les George Soros, les Kamala Harris, les Joe Biden, les Obama et compagnie. Donc cette révolution conservatrice, elle va proposer à chaque peuple du monde la préservation de chaque culture. C'est de l'union des cultures populaires que dépendra le fond de la résistance culturelle à l'anti-civilisation yogi. Matière en termes d'autonomie, d'indépendance et de liberté culturelle en fonction des us, des mœurs et des coutumes. Oui, tout à fait. D'autant plus que l'Afrique a encore des sociétés traditionnelles avec une jeunesse qui est encore traditionnelle, qui n'est pas lobotomisée par 40 ans de culture américaine, justement. En Europe, on est quasiment arrivé à un stade de guerre culturelle. Il y a ce qu'on appelle la cancel culture, ce qu'on appelle les woke, etc. C'est-à-dire la culture de la gauche californienne qui représente George Soros. Mais en Afrique, on n'en est pas encore là. Et la Russie va servir de digue pour aider à préserver les cultures asiatiques et africaines. Mais à ce niveau, vous semblez négliger ce rouleau compresseur qui reste toujours occidentalo-américain. Est-ce que vous pensez que ce sera une partie de gâteau ou une partie de bonbon à sucer? Je dis au contraire que les Américains vont se battre résolument et radicalement comme ils l'ont fait entre 1941 et 1945. N'oublions pas qu'ils n'ont pas hésité à atomiser Hiroshima et Nagasaki. C'est le seul État qui a employé l'arme atomique, alors qu'aujourd'hui ils accusent les Russes. Les Américains vont donc se battre dans une guerre sans merci, mais évidemment, grâce à Vladimir Poutine et à la Russie, la résistance mondiale s'organise. Actuellement, il y a un front mondial anti-américain qui est en train de s'organiser avec la Russie, la Chine, l'Iran, les pays latino-américains comme Cuba, le Nicaragua ou le Venezuela. Cette semaine, il y a des manœuvres navales qui unissent les marines chinoises, iraniennes, russes, nicaraguayennes et vénézuéliennes qui ont lieu au Venezuela. C'est la première fois que le bloc de l'Est fait des manœuvres dans l'hémisphère nord à proximité des frontières des États-Unis. Nous sommes dans une autre époque géopolitique. L'heure du combat décisif est engagée. Mais moi, je ne vous cache pas, je n'en verrai pas la fin. Nous en avons pour plusieurs décennies. Et il ne faut pas faire l'erreur de s'imaginer que c'est gagné. Les Américains sont encore une superpuissance mondiale, justement avec leurs 800 bases militaires et leur flotte sur toutes les mers du globe. Alors, Luc Michel, on va refaire peut-être un petit tour dans ce qui est convenu d'appeler la relation entre culture et moyens de mobilité, ou tout au moins moyens de financement. Ben, vous vous rendez, je sais que vous le savez, vous vous rendez compte que les moyens pour pouvoir soutenir la culture ne sont pas conséquents ici et là lorsqu'on regarde un peu l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas un obstacle? Et comment juguler cet obstacle, puisque la Russie, et ce qui est très important, vous venez de le dire, voudrait que chaque nation puisse justement s'autonomiser à partir de ses cultures, de ses mœurs, de ses traditions. Or, le nouvel ordre mondial, on va en parler pour sortir de cette émission, pose les données de manière contraire, Luc Michel. Les capacités, les moyens, est-ce que vous les voyez? Il y a déjà 4 États qui soutiennent la guerre culturelle. C'est maintenant la Russie avec sa révolution conservatrice,
c'est le Parti communiste chinois en Chine. Il y a déjà des films qui combattent ouvertement le milieu américain, en particulier des films historiques qui glorifient l'alliance de l'Europe traditionnelle et de la Chine contre la culture américaine. Il y a, je l'expliquais, Bollywood avec l'Inde, et il y a évidemment l'Iran qui a sa propre culture traditionnelle, arc-boutée sur 25 siècles de culture persane. Ils vont aider les autres peuples du monde, mais il est bien certain que les États africains vont devoir faire un effort. Il ne faut pas accepter que l'argent américain se déverse dans tout le continent africain et qu'on ne réagisse pas. Pour combattre Hollywood, qui est un appareil d'État, pour combattre les vitrines légales de la CIA, pour combattre les réseaux de George Soros qui s'appuient sur la diplomatie de l'État américain, il faut évidemment les moyens des États. Il faut les moyens des États. On va dans la diversité des partenaires, la multipolarité du monde. Alors, Luc Michel, en sortant de cette édition, nous sommes en train de sortir, il y a encore une ou deux, trois questions. Le nouvel ordre mondial. Alors, est-ce qu'il a encore les pieds sur terre, lancé par George W. Bush, repris avec tous les bruits et les pompes par Nicolas Sarkozy, qui avait eu d'ailleurs le toupet de dire aucune puissance, aucune force, personne ne peut s'opposer au nouvel ordre mondial. Alors, est-ce que les pieds de ce nouvel ordre mondial tiennent encore sur le sol? De l'opération spéciale russe, Poutine a dynamité le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, le bloc américain occidental, il est réduit à ce bloc américain occidental, c'est-à-dire les États-Unis, les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, Israël, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. En dehors de cela, ça représente 20% de la planète, 80% de la planète, comme je l'expliquais plus avant dans cette émission. Les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, les États non alignés, le G20, etc., eh bien, ils ne sont plus dans la globalisation ni dans le nouvel ordre mondial. C'est un combat décisif et par bêtise, ce sont les Américains eux-mêmes qui ont construit ce nouveau paradigme géopolitique mondial. En début de l'année passée, Joe Biden a voulu revenir à des blocs idéologiques. Il a voulu opposer un bloc américain occidental constitué de démocratie qu'il qualifie de libéral aux pays qu'il appelle les autocraties illibérales, c'est-à-dire la Russie, la Chine et l'Iran. Mais ce faisant, évidemment, il a fait que le monde se divisant en deux blocs. Tout le monde a dû choisir des deux côtés. Et les peuples qui ne veulent plus du monde unipolaire et de la superpuissance américaine, ils ont choisi le bloc de l'Est. Les Américains, au début de l'opération spéciale en Ukraine, en lançant la guerre des sanctions, en lançant la guerre du gaz, en lançant la guerre du pétrole, eh bien, ils ont sapé les fondements de l'ordre économique mondial. En particulier, les sanctions prouvaient au peuple du monde que le dollar n'était pas fiable et qu'on pouvait leur prendre leur argent du jour au lendemain. Aujourd'hui, l'heure est à la dédollarisation du monde. On sort par là définitivement, Luc Michel. Alors, vous le savez très bien, le domaine la résidence de Donald Trump a été perquisitionné cette semaine par le FBI. Alors, c'est un élu, un représentant au Parlement américain qui dit, Jerry Scott, qui dit que après avoir vu arracher son téléphone sans aucune information ou précision sur ce qui lui était reproché, s'est exclamé, cette manière d'agir, c'est pareil pratiquement aux républiques bananières. Alors, Luc Michel, est-ce que ce qui se joue à l'intérieur des États-Unis pourrait justement fragiliser ou tout au moins permettre à ce que ce nouvel ordre mondial n'avance pas, qu'il implose plutôt, car vous le dites si bien que beaucoup de pays et beaucoup de blocs s'y sont déjà opposés. Remarque, les Américains se présentent comme la démocratie avec un grand là,
et ils présentent leur bloc comme l'ère de la démocratie. Mais en réalité, c'est une dictature où on peut violer les droits d'un ancien président. Il n'y a pas d'ailleurs qu'aux États-Unis que ça. Il y a le chancelier allemand Schröder, qui est un ami de Vladimir Poutine, qui vient d'intenter un procès au Parlement allemand, le Bundestag, parce qu'on lui a supprimé ses privilèges en raison de son amitié avec Poutine. Là aussi, on se comporte en dictature. Moi-même, lorsque je me suis occupé du référendum d'autodétermination de Crimée, j'ai eu une enquête diligentée par la police judiciaire belge, des députés qui m'avaient accompagné en Crimée et qui sont des personnages importants du Parlement flamand, notamment le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement régional flamand. Ils ont été convoqués par la police. En 2011, j'avais défendu la Jamaria libyenne. J'ai été l'objet d'interpellation au Parlement belge et au Bundestag allemand. L'Occident, c'est la dictature, évidemment, mais évidemment, il ne faut pas attendre grand-chose de ce côté-là. Ce qu'il faut maintenant retenir de toute cette affaire aux États-Unis, je l'ai dit la semaine passée, il faut se réjouir de voir les divided states of America. C'est une guerre à couteau tiré, une guerre sans merci qui vient de s'ouvrir, de reprendre entre Donald Trump et Joe Biden. Obama et Soros, en 2017, ils avaient déjà lancé une révolution de couleur aux États-Unis contre Donald Trump, la Purple Revolution, et ils avaient lancé en 2015 une révolution de couleur contre le président hongrois Orbán. C'est ça leur démocratie. Ils n'hésitent pas à combattre leurs propres institutions. Évidemment que ça va fragiliser les États-Unis, mais je le répète, ne tombez pas dans une erreur, n'ayez pas de sympathie pour Trump, c'est un prédateur et un gangster impérialiste. N'ayez pas de sympathie pour Biden, Soros, Obama et toute la bande, ce sont des prédateurs, des gangsters impérialistes, ce sont des gangs qui se partagent le monde américanisé. Il faut souhaiter qu'ils se fassent le plus de mal possible entre eux. Alors, et le regard donc de l'Afrique, dans cette affaire où les chefs d'État, la plupart, dès qu'ils quittent la fonction, ils sont constamment inquiétés quand ils ne sont même pas délocalisés de leur territoire. Quelle est la leçon à retenir lorsqu'on regarde cela à partir de l'Afrique? Tout d'abord, c'est que la conférence de La Baule, où Mitterrand est venu imposer le nouvel ordre mondial américain, c'était un piège pour l'Afrique. L'agenda occidental, le fétichisme des constitutions à l'européenne ou à l'américaine, la thématique des deux mandats, ce sont des sucreries empoisonnées pour les peuples africains. Même chose de multipartisme, la destruction des États-partis africains qui marchaient bien, les guerres civiles imposées par le nouvel ordre mondial américain, en particulier dans les deux Congos, au Zaïre et au Congo-Brazzaville, ça a été des pièges. Il faut que les Africains se détournent de tout cela. Ils doivent chercher des voies africaines vers la démocratie souveraine, comme le font les Russes, les Iraniens ou les Chinois. Une fois de plus, l'alternative n'est pas de rester neutre dans le combat entre le bloc de l'Est et le bloc américain occidental, mais de rejoindre le bloc de l'Est et de combattre l'Occident. L'Occident, depuis le XVe siècle, ça a été l'esclavagisme. Le XIXe siècle, ça a été le néocolonialisme qui est issu de l'esclavagisme. Aujourd'hui, c'était le colonialisme. Aujourd'hui, c'est le néocolonialisme, c'est la guerre culturelle, c'est le nouvel ordre mondial. Il faut arrêter avec tout ça. L'Afrique n'est plus depuis le XVe siècle une sujette de son histoire. Autour de l'an 1000, les royaumes africains, en particulier l'Empire du Mali, l'Empire du Zimbabwe, l'Empire Songo du Maroc, c'était des empires aussi puissants que les royaumes européens, que l'Empire byzantin ou que les empires musulmans. À partir du XVe siècle, ces empires sont détruits par la civilisation occidentale qui est aujourd'hui représentée par les États-Unis. Il faut en finir avec ce monde de prédation.
L'Afrique doit redevenir sujette de son histoire. Elle ne reviendra qu'avec la Chine, la Russie et l'Iran. Et cela s'appelle la prise en main de l'initiative historique. Luc Michel, alors, vous regardez Le Monde pour la semaine qui va commencer en vous disant ça va se bousculer où? Quelle sera l'actualité la plus forte au cours de la semaine qui commence? La grande actualité, on n'en parle pas, il n'y a pas une ligne dans les médias de l'OTAN, ni en Europe, ni aux États-Unis. La grande actualité, ce sont ces manœuvres dont je viens de vous parler. Manœuvres navales aux frontières des États-Unis, avec des marines russes, chinoises, iraniennes, nicaraguayennes, etc. Ce que le bloc de l'Est est en train de faire, c'est prédisposer ces marines aux frontières des États-Unis. La Russie s'apprête à réouvrir des bases navales au Vietnam, au Cuba, au Nicaragua, au Venezuela. Elle est appuyée également sur la marine iranienne. C'est cela l'actualité qui est en train de se développer. Le temps de la superpuissance mondiale américaine, il est bien terminé. Merci à vous, Luc Michel. Bienvenue, welcome à la multipolarité du monde, à la diversité des partenaires, à l'initiative historique de l'Afrique. Je crois que les Africains qui suivent ont très bien suivi qu'il y a une nécessité que l'Afrique devienne sujet de son histoire et non objet de son histoire. Et pour être dans le sujet de son histoire, il faut pratiquement prendre en main l'initiative historique dans ces batailles que certains Africains osent parfois dire qu'elles se passent très loin, en Russie, en Ukraine, aux États-Unis, alors que le monde est dans une petite pochette, un mouchoir contrôlé de part et d'autre, et que la confrontation des blocs, ce que nous appelons communément l'économie des blocs est en train de se jouer. Et merci à vous, Luc Michel. Bon dimanche, Luc Michel. Bon dimanche, Hubert, mais si vous permettez encore une phrase. Allez-y. Poutine est en train de lancer la révolution conservatrice russe. Moi, j'appelle à une révolution conservatrice africaine. Merci à vous, Luc Michel. Merci pour votre disponibilité, cette amitié et cette froideur avec laquelle vous examinez, vous décryptez et vous décodez ces réalités mondiales qui ne sont plus dans des territoires clos. Non, monsieur, les analystes et les experts de la margarine, il n'y a plus de territoire clos dans le monde. Il suffit d'un clic sur une manette que l'on se trouve à Washington, que l'on se trouve à Dubaï et que l'on se trouve pratiquement à Pékin. Il est donc inutile de dire que ce qui se passe de tel côté du monde ne concerne pas l'Afrique et ne concerne pas tel bloc du monde. Nous examinons cela en termes de globalité, mais en termes aussi de confrontation des blocs, pas seulement la réécriture du monde. Vous l'avez très bien compris au cours de cette première partie de Panafricom de ce dimanche. Il est question d'une bataille militaro-culturelle qui doit déboucher forcément vers la multipolarisation du monde, la diversité des partenaires, la nécessité de chaque peuple et de chaque nation de s'arrimer selon ses cultures, selon ses mœurs et selon ses traditions et non selon des données imposées appliquées ailleurs par d'autres peuples et d'autres nations. Madame, monsieur, bonsoir. On se retrouve et là ce sera le registre santé. On va certainement se retrouver dans les 10 prochaines minutes pour aborder le registre qui concerne dans Panafricom le débat sanitaire en Afrique. Aujourd'hui, nous examinons la problématique de la fabrication des médicaments, comment cela se procède-t-il. Et alors, on reste toujours, nous, Africains, panafricanistes et néo-panafricanistes. Pourquoi l'Afrique ne fabrique-t-il pas des remèdes? On se retrouve juste dans les 10 prochaines minutes qui arrivent. Madame, salut, monsieur, à tout de suite.